Salut aux terres des silences, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes systèmes aux côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Viens y voir un de tes vies nous appelle. Si nous avons dans la paix, la liberté, notre devoir se donne. De l'espérance promis à l'humanité, nous forgeons unis dans la foi du Seigneur, la patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Vous êtes sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes encore en date du 29 novembre 2025. Merci pour votre fidélité et merci de nous faire confiance. Aujourd'hui, nous aurons 3 sujets. Le troisième sujet est un texte de M. François Soudan. C'est un texte qui date du 18 décembre 2010 de M. François Soudan de Jeune Afrique. Et dans ce texte, on va vous expliquer quelles sont les différentes stratégies que Gbagbo Laurent a voulu utiliser quand il a perdu les élections en 2010. Quelles sont les différentes stratégies qu'il avait utilisées avec Soroguem, Nadi Bamba et bien d'autres pour pouvoir conserver le pouvoir contre la volonté du peuple. Le deuxième texte est un texte de notre père et frère Mohamed Zézé. Ici, on va vous parler du scandale des bus qui continuent d'être brûlés à la Sotra, des biens publics qui partent en fumée. Et quand vous regardez les conditions dans lesquelles ça se passe, on comprend que ce ne sont pas des incendies involontaires. C'est quelque chose qui est préparé, prémédité. Pour cacher quoi? Nous allons donc évoquer ici pour ouvrir les yeux de chacun sur la réalité. Le premier texte nous vient de Kwasi.com. Comme on aime beaucoup vous parler de l'orpaillage clandestin, mais certains pensent que c'est du bavardage que nous faisons. Et donc on va vous parler pour vous expliquer. Le directeur régional des mines et de la géologie du Bélier, M. Innocent Daba, nous dit que par an, chaque année, les orpailleurs clandestins là, la quantité d'or qu'ils enlèvent en Côte d'Ivoire, si on évalue tout là, c'est 744 milliards de francs CFA. Ça veut dire plus de 142 tonnes d'or que vous les Ivoiriens vous perdez par votre inefficacité à ne pas combattre ce phénomène. Voilà tout cet argent que vous perdez, vous et votre gouvernement. Et en plus de cela, là où on peut avoir 744 milliards, demandez-vous quelles sont les conséquences qui sont laissées. Sujet numéro 1. L'État perd environ 744 milliards par an à cause de l'extraction illégale de quelques 142 tonnes d'or. L'orpaillage clandestin est un phénomène qui entraîne des conséquences multidimensionnelles touchant à la fois l'environnement, la sécurité et l'économie nationale. Lors d'une rencontre de sensibilisation avec les populations de Tomodi,
Le mercredi 26 novembre 2025, le directeur régional des mines et de la géologie du Bélier, Innocent Daba, a alerté sur les lourdes pertes économiques liées à l'orpaillage illégal. Et donc, le monsieur qui vous parle ici, il s'appelle monsieur Innocent Daba. Il se présente comme étant le directeur régional des mines et de la géologie dans la région du Bélier. Il a parlé le mercredi 26 novembre 2025, quand il a rencontré la population de Tumodi. Il n'est pas allé du dos de la cuillère. Il a clairement expliqué aux populations: si l'orpaillage clandestin, là, vous vous amusez avec ça, pour penser que c'est quelque chose, ça n'aura pas de conséquences sur vous. Il dit de vous dire que les orpailleurs clandestins que vous voyez là, chaque année là, ils arrivent à enlever 142 tonnes d'or par an sur les terres de la Côte d'Ivoire. Quand on calcule ça en argent là, si on prend la valeur d'un gramme d'or sur le marché international qui est de 70 000 francs CFA là, si tu multiplies 142 tonnes fois 70 000 là, ça te donne 744 milliards de francs CFA. Vous les Ivoiriens là, les gens viennent sur vos terres. Ils viennent s'enrichir. Les Burkinabés, les Maliens là, ils viennent chaque année. Ils enlèvent 744 milliards dans vos terres devant vous. Et puis ils détruisent vos terres pour ajouter dessus, pour vous remettre ça. Ils détruisent vos cours d'eau pour que vous là, vous ayez des poisons dans vos nappes phréatiques. Et vous acceptez ça. L'orpaillage clandestin détruit vos terres agricoles. Ça pollue vos cours d'eau. Ça met en danger la population. Et ça, c'est ce qu'on peut dire que tout le monde peut voir. On a déjà tellement parlé de cette situation. Peut-être la seule chose qui est nouvelle ici, que vous devrez savoir, la quantité d'argent que vous perdez chaque année là. Si on vous dit ça, donc vous-même là, vous n'êtes pas ambitieux pour chercher à devenir riche. Et c'est cet argent-là qu'ils vont prendre pour alimenter des djihadistes pour venir vous attaquer. Et ça, c'est une fuite des richesses. Ça, c'est un grand frein au développement. Et donc, si vous voyez que les orpailleurs clandestins se sont déversés sur la Côte d'Ivoire comme des criquets pèlerins, là, c'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose dedans. Ça leur rapporte gros. Et donc là, vous dans les villages, quand ils s'en vont vous corrompre avec 3 000 francs, 2 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs, là, ils vous voient en réalité comme des moutons. Ils vous voient comme des gens. Ça veut dire c'est trous qui sont au milieu de vos têtes. Donc ne vous réveillez pas. Ne devenez pas intelligent. Ne devenez pas digne. Continuons à jouer les moutons. Les autres vont venir s'enrichir sur nous. Nous, on va assumer les conséquences. Et demain, là, ça ne va pas se passer derrière nous. Et dans le problème d'orpailleurs clandestins, ce qu'on a découvert même, c'est qu'il y a un réseau de Libanais et d'Ivoiriens qui sont fortement impliqués dans ce domaine. Une activité extrêmement dangereuse. Mais dans cette activité, les gens se font beaucoup d'argent. L'État fait ce qu'il peut. Mais l'État ne va pas se suicider pour nous. Si les conséquences de l'orpaillage clandestin n'ont pas causé suffisamment de mal dans vos vies, et que aujourd'hui on vient vous dire ce que vous perdez en argent, et que vous assumez en conséquence directe là, si ça encore vous n'avez pas compris, alors là on ne pourra rien faire pour les Ivoiriens. La SOTRA, c'est la société de transport de bus de l'État de Côte d'Ivoire. Quand on parle de l'État, c'est chacun de vous. Ça veut dire c'est avec l'argent public
l'argent des impôts de chacun des Ivoiriens. Mais depuis un certain temps, qu'est-ce que nous constatons? Ce sont des bus qui sont brûlés. Et on veut nous faire avaler ça comme si ce n'était pas grave. Mais ce qui se passe en vérité est très scandaleux. Et le scandale est tellement grave que se taire là, ça serait la pire des choses qu'il faut faire. Déjà, nous, on a combien de bus? Pour dire que chaque matin, quand on se lève, on te dit il y a 19 bus qui ont brûlé. Il y a 20 bus qui ont brûlé. Les djihadistes de l'opposition, eux aussi, vont brûler pour enlever dedans. Mais à ce rythme-là, même si on s'en fout de la souffrance du peuple, faut pas se moquer de la gueule du peuple. Et à la fin, à bien y regarder, est-ce que c'est quelque chose qui se passe et que ça soit le fruit du hasard? Je ne crois pas. La Sotra n'est pas une société privée. C'est une caisse. C'est l'argent de cotisation des impôts de l'ensemble des Ivoiriens. Et chaque bus qui est brûlé là, c'est de l'argent qui s'évapore. C'est la souffrance du peuple. C'est dans ça qu'on est en train de s'amuser. Et depuis 10 ans, les destructions de bus sont devenues un fait banal en Côte d'Ivoire. Quand les opposants sont fâchés, ils finissent d'enlever pour dedans et brûlent. Maintenant là, c'est la Sotra elle-même qui est en train de nous donner des nouveaux spectacles. On peut se tromper sur tout, mais les chiffres là, on ne peut jamais se tromper sur les chiffres. Un bus de la Sotra que vous voyez là, son prix là, c'est entre 82 millions et 140 millions de francs CFA. Chaque bus que vous voyez là, que ce soit gros, que ce soit petit, que ce soit joli, que ce soit vilain là, le plus petit prix là, c'est 82 millions. Et le prix le plus élevé là, c'est 140 millions. Mais depuis 2015, entre 25 et 40 bus ont été incendiés ou bien détruits dans des conditions bizarres. Et ça, ce n'est pas acceptable. Soit c'est une défaillance de ceux en qui nous avons mis notre confiance, qui ne prennent pas soin de la propriété de l'État. Et donc, je veux parler de ceux qui sont les dirigeants de la Sotra actuellement, sachant que c'est l'argent public, ils s'en foutent. Ça peut brûler, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Et la chose la plus inacceptable, on ne leur demande pas de compte. Je vous ai donné le prix d'un bus. Imaginez-vous, à moins de 10 ans, si vous avez perdu plus de 40, est-ce que vous voulez qu'on évalue ça? On nous dit avant-hier que 19 bus ont brûlé. Ça, c'est plus de 5 milliards 600 millions de francs CFA qui sont partis en fumée. Et on n'a jamais vu d'enquête. Et on n'a jamais situé, ne serait-ce qu'une seule responsabilité. Et on nous dit d'avancer. Tant que le peuple en peut le traire comme une vache. Et puis aller payer des bus. Et puis de toute façon, si le peuple souffre parce qu'il n'arrive pas à se déplacer, qu'est-ce que ça fait? C'est le message que les gens veulent vous lancer. Mais la vérité, il faut se dire les choses comme telles. Si la Côte d'Ivoire était un pays sérieux, comme les autres pays sérieux dans le monde là, nos biens publics qui sont détruits à un niveau inquiétant comme c'est le cas de la Sotra, si la Côte d'Ivoire se veut sérieux et les dirigeants actuels de la Sotra sont sérieux, on devrait déclencher des audits
des enquêtes judiciaires, des suspensions, des arrestations. Et le DG même qui est là, il doit démissionner. Si lui-même ne veut pas démissionner et que le ministre même des Transports ne veut pas nous faire un audit sans état d'âme là, le ministre même doit être tenu pour responsable. Je parle du ministre Amadou Koné. Parce que ces histoires-là, il faut que ça s'arrête. Le bas peuple là n'est pas un dépotoir. Et on ne peut pas se foutre des biens publics. Comme c'est pour les Ivoiriens là, même si on gâte, après encore on va leur repayer comme si l'argent ne finissait pas. Chez nous, c'est le silence. C'est le néant juridique. On fait l'amnésie politique. Et on veut que l'on se taise sur ça. Des gens comme moi là vont jamais se taire sur de telles pratiques. Comment vous qui m'écoutez actuellement là, comment vous pouvez accepter qu'on vienne vous expliquer qu'il y a 19 bus qui ont pris feu, qui ont brûlé dans le même endroit? Personne n'a vu le premier bus brûler, personne n'a senti la fumée, personne n'a vu les flammes, personne n'a rien vu, il n'y avait pas de témoins, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas d'agent de sécurité, il n'y avait pas de rapport, il n'y avait pas d'explication. Chers parents, de vous à moi, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il n'y a pas de... Là où on garde les bus, là, il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas d'agent de sécurité. Il n'y a pas de témoin. Ça veut donc dire que ceux qui sont à la direction générale de la SOTRA sont des gens qui mettent en danger les biens publics. Et si vous acceptez, vous les Ivoiriens là, si vous acceptez ça là, c'est que même chien est mieux que vous. Il faudrait que des têtes tombent dans cette histoire-là. Ah oui, nous on ne sait pas qui, hein. Si le ministre des Transports ne fait pas des enquêtes pour livrer quelqu'un, pour que cette personne assume là, c'est que lui-même là, sa tête là, on doit chercher aussi. Parce que vous les Ivoiriens, dans les poches de qui l'argent est quitté là, vous n'êtes pas nés pour être les symboles de la malédiction. Vous n'êtes pas nés pour que vos souffrances là, quand on prend ça pour mettre dans quelque chose, on vient de vous dire, bon, c'est brûlé, on n'a qu'à passer à autre chose. N'acceptez jamais cela. Comment ça peut rentrer dans la tête d'un homme normal que 19 bus sont brûlés? Ils n'ont pas senti qu'il y avait le feu. Ils n'ont pas senti la fumée. Comme s'il n'y avait pas de gardien. Que la direction de la SOTRA vienne nous dire que là où les bus étaient parqués là, s'ils disent qu'il n'y avait pas de témoins là, c'est qu'il n'y avait pas de gardien. S'il n'y avait pas tout ça, donc il n'y avait pas de caméra. Et on veut qu'on avale ça. Et on n'a pas demandé à quelqu'un de faire un rapport. Non, non, non. On n'a pas donné d'explication. Et on veut qu'on accepte ça comme ça. Chers Ivoiriens, ce qui se passe là n'est pas le fruit d'un hasard. Soit vous acceptez ce qui se passe là, et un matin on vient vous dire que tous vos bus sont brûlés. Ce qui a commencé là. Si vous ne mettez pas fin, vous les Ivoiriens là, si vous ne vous levez pas pour mettre fin à ça là, un matin vous allez vous réveiller là. Ça là, c'est pas les opposants qui ont fait. Ça là, c'est pas Dieu qui a brûlé. Ça là, c'est pas Satan qui a brûlé. Ça là, ça a tout l'air d'un crime organisé depuis l'intérieur de la SOTRA. Et ça là, si on ne force pas nos autorités à mettre fin à ça en livrant des gens qu'on va sanctionner là, ce qui a commencé là, c'est vous votre argent. Mais tous vos bus là vont disparaître. Les gens, ça vont faire des détournements. Quand ils voient que c'est chaud, ils viennent y mettre feu dans les bus pour faire disparaître les traces. C'est à ça que ça ressemble. Les gens ont détourné votre argent. Et vous mentent qu'il y a eu, que les bus ont brûlé, c'est faux. Qui a brûlé les bus?
Si on pose cette simple question-là, pour brûler les bus là, si la caméra n'a pas vu les gens, les gardiens qui étaient là-bas ont vu quelque chose. Si on me dit qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de gardien, ça veut dire que, chers Ivoiriens, le gouvernement de la Côte d'Ivoire doit arrêter la société Sotra. Ça veut dire on prend l'argent de vos impôts, on jette dans quelque chose et il n'y a personne pour surveiller. Et il ne faut pas que nous acceptions cela. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. Il y a une grande défaillance et il y a une grande complicité dans le système à l'intérieur de ceux-mêmes qui sont à la Sotra. À commencer par la direction générale même de la Sotra. Et ça là, il faudrait que des têtes tombent. Et il faudrait que les responsabilités soient situées de la manière la plus claire devant les Ivoiriens. À l'échelle internationale, les entreprises publiques consacrent en moyenne 1,3% de leur budget à la sécurité, avec des caméras, du gardiennage, une surveillance continue. Toute société publique qui s'y respecte. Ça veut dire quand on dit une société comme la Sotra, là, si la Sotra même se respecte, là, leur budget total, là, au moins 1,3% là, doit être mis à la disposition de la sécurité. On doit avoir des caméras, on doit avoir des gardiens, on doit avoir un moyen de surveillance. Parce que sans bus, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas d'administration. Mais si ces bus-là doivent brûler là, non seulement ça devient un problème pour vous les Ivoiriens, mais en vérité, est-ce qu'eux ils auront leur boulot? Maintenant que les bus sont brûlés là, c'est vous les Ivoiriens qui allez souffrir, qui allez repayer encore. Mais eux là, ils veulent maintenir leur travail. Pourquoi eux vont maintenir leur travail? S'ils ont été incapables d'investir dans la sécurité et qu'aujourd'hui les conséquences sont en face de nous, il faudrait que eux-mêmes là, ils payent les conséquences de leur amateurisme et de leur négligence. Et cette fois-ci là, il faudrait que des têtes tombent. 19 bus ont brûlé, personne n'a vu calciner jusqu'à la centre. Soyons un peu sérieux. La société Sotra la gère des milliards. Une société qui gère des milliards, mais qui n'est pas capable de mettre des caméras dans ses dépôts. Est-ce que cela peut rentrer dans vos têtes? On est en train de vous parler d'un vide total de protection. Et comment on peut accepter cela? Ça veut dire on paye des biens, on met ça à la merci du hasard. Et on veut que les Ivoiriens, qu'on n'en parle même pas. Et je sais quand j'en parle comme ça, ça fait mal à certains. Ah, pourquoi lui il parle? Pourquoi lui il parle? Je parle parce que c'est moi, je travaille pour payer aussi. Je parle parce que vous avez fait des détournements. Et aujourd'hui, vous venez dire que non, c'est bus qui est brûlé, c'est ça, alors que c'est faux. C'est un coup monté depuis l'intérieur de la Sotra. Et si on ne met pas fin à ça dès maintenant là, si les Ivoiriens ne sortent pas pour critiquer ça, pour demander que des têtes tombent là, ça là, un matin là, la Sotra va disparaître. Et ce sont les pauvres populations, ça ne fera qu'augmenter encore leur souffrance. Il y a combien de milliards de subventions que la Sotra reçoit par an? Il faudrait que le directeur de la Sotra et tous ceux qui sont à la gestion de cette société-là, ils viennent nous expliquer les milliards de subventions qu'on leur donne par an là. Qu'est-ce qui fait que eux, ils ne peuvent pas mettre des caméras, ils ne peuvent pas mettre des moyens de surveillance? Qu'est-ce qui fait que chaque fois qu'il y a des pertes, ils ne peuvent pas mener des enquêtes? Il n'y a pas de traçabilité. Et surtout, il n'y a jamais eu de sanctions contre quiconque. Si ceux qui sont les dirigeants de la Sotra actuellement sont moralement irresponsables, sont administrativement incapables et sont scientifiquement inefficients et n'ont aucune politique, nous les Ivoiriens, nous demandons qu'ils soient chassés simplement. On ne peut plus se contenter de cette irresponsabilité et nous n'allons pas l'accepter.
Nous ne l'accepterons pas. Le vieux Alassane Ouattara a souffert, il a construit quelque chose. Et des voyous vont venir détruire ça devant nous. Et on veut qu'on se taise, on veut qu'on prenne ça comme un fait divers. Pour dire aux Ivoiriens, vous avez perdu 5 milliards 600 millions. Mais c'est un fait divers. Il faut accepter. Si on accepte ça, c'est que nous-mêmes, on est en train de se moquer d'Alassane Ouattara. C'est que tout le travail qu'Alassane Ouattara a fait là, il y a des gens qui sont à l'intérieur du système qui sont en train de saboter le travail du président. Et ceux-là, il faut les débusquer. C'est pas une histoire de parents, c'est pas une histoire de parti politique, c'est une histoire de responsabilité. On ne peut pas vous confier des choses qui coûtent des milliards, vous donner des subventions pour ajouter dessus. Et un matin, quand on se réveille, il y a 20 bus qui ont brûlé ici. Il y a 20 bus qui ont brûlé à Port-Boué, il y a 19 qui ont brûlé à Bobo. C'est quelque chose qui a commencé comme ça là. Après, on va vous dire que le dépôt de Boubou a brûlé. Après, on va vous dire que le dépôt de Malcoura a brûlé. Et vous voyez que le nombre augmente à chaque fois. Mais ça là, on n'est pas dans crise post-électorale. Voilà ça devant vous. Quand on prend des incompétents qui sont moralement irresponsables, administrativement incompétents, scientifiquement indigents et politiquement estropiés, voilà le résultat que ça nous donne. Mes chers parents, n'acceptez pas. Levez-vous. Voilà les sujets qu'on doit critiquer. Babo, on dit ouais, Nadi a fait ceci. Mais ça là, voilà ta vraie vie qui est en face de toi là. On dit tes parents là, bus qu'ils prenaient à Bobo là pour aller, pour chercher à manger là, ils ont brûlé 19 dedans. Voilà le sujet. C'est ça là on devrait amplifier pour demander des comptes. Blé Goudé s'est mis à genoux, c'est pas mis à genoux. Ça là, même si on dit que ce qui a été dit n'est pas vrai là, qu'est-ce que ça peut changer toi dans ta vie? Mais bus qui est brûlé là, ça va changer négativement beaucoup de choses dans la vie de certaines personnes. Est-ce qu'il n'est pas temps que l'État lui-même se saisisse de cette question pour mener une enquête forensique complète et approfondie sur tous ces incendies et publier de manière publique les rapports de ces incendies depuis 2015? Est-ce qu'une enquête indépendante dans la transparence la plus absolue sur les subventions et les dépenses qui sont faites à la Sotra, est-ce qu'il n'est pas temps? Est-ce que les gens ne mentent pas au gouvernement qu'ils ont payé des bus et après ils viennent nous dire que ces bus-là ont été brûlés? En tout cas, nous nous posons beaucoup de questions. Mais le mode opératoire est un crime interne. Et aujourd'hui, là, tous les milliards qui sont donnés, les efforts qui sont faits là, si ça doit partir en fumée depuis 2015, avant il n'y avait pas de bus là, même au temps de Laurent Gbagbo, de telles choses n'arrivaient pas. Maintenant que le gouvernement a payé assez de bus, les bus depuis 2015, depuis 2015, Alassane au pouvoir là, les bus brûlent comme amusement. Pourquoi les bus brûlent alors qu'avant, lui, ça ne brûlait pas comme ça? Monsieur le Président, l'argent des bus et les subventions, là, les gens font disparaître sur papier, les disent, ils ont payé les bus, là. Ce sont ces bus-là qu'ils viennent brûler avec des caracasses et puis on vient mettre devant. Parce qu'il n'y a pas de transparence. Parce qu'on ne demande pas véritablement des comptes. Et si on met des incompétents qui ne peuvent pas installer des systèmes de sécurité dignes du 21e siècle pour protéger des biens aussi chers que des bus. Si il n'y a pas la culture de l'engagement et de la responsabilité dans la gestion de la chose publique au sein du ministère des Transports, mais que le ministre Koné vienne nous dire quel est le rôle que lui joue. Ça, c'est un bien public. Si lui-même, le ministre, a été incapable de protéger les biens publics, à quoi donc sert-il qu'il soit ministre? S'il est capable de mener des enquêtes pour montrer la face des Ivoiriens, voilà les malfaiteurs qui ont commis des choses sur les biens publics. Chers Ivoiriens, votre avenir est gravement en danger. Et ces sujets-là,
Ceux qui sont les communicants, voilà des choses qu'on devrait soulever pour dire aux Ivoiriens, voilà le mal qu'ils sont en train de vous faire. Et demander que des têtes soient mises sur la guillotine. Parce que ça fait extrêmement mal. Écoutez, moi qui vous parle, quand moi je suis à Abidjan, moi je me déplace pas en bus. Grâce à Dieu, moi je n'ai pas besoin de bus. Et moi-même je ne vis même pas à Abidjan. Mais si vous voyez que j'insiste là, c'est un sabotage méthodique. Il y a des millions de personnes qui dépendent de ces bus. On est en train de saboter leur vie. Et ça avec la complicité aujourd'hui des individus qui sont incrustés dans le système. Parce que l'argent public, on peut continuer à s'amuser là-dedans. Mais l'argent public, c'est la souffrance du peuple. Et quelqu'un doit répondre et quelqu'un doit payer le prix. Ça fait maintenant 10 ans que les bus de la Sotra brûlent. 10 ans qu'on n'a jamais eu quelqu'un pour répondre. Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre fin à cette saignée-là? Voilà la question que tu dois te poser. Si c'est que j'ai là, toi tu n'as rien compris dedans, et tu te dis ce n'est pas ton problème là, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Mais à la vérité, il faut être capable de protéger les acquis que nous avons. Mesdames et messieurs, avant de continuer, on va vous faire écouter ici un peu une vidéo du passé, mais qui est un passé récent, où Nadi Bamba voulait assimiler le régime du RHDP à un régime de dictateurs sanguinaires. Eux qui sont portés si facilement à la comparaison. Eux qui voudraient voir le malheur là où il n'est rien. On va comparer leur régime avec notre régime à travers les propos du ministre Amadou Koulibaly. Et vous allez écouter, et c'est en français facile, tout le monde comprend. Et donc je vais mettre ça pour que vous écoutiez. J'ai assisté à une mise en scène pathétique des plus ridicules où, actualité faisant, on a réuni un parterre de personnes, dont la maman d'un influenceur, un avocat et la femme de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, avec pour idée de faire passer le régime pour un régime dictatorial, un régime policier. Pour ceux qui ne connaissent pas hier, quand ils entendent ça, ils peuvent dire « Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui sont en prison. » Mais je veux rappeler que hier, quand on t'arrêtait, on trouvait ton cadavre sur la route d'Alépé ou bien alors au bord de la forêt du Banco. C'est ça la vérité. C'est ça une dictature. Je mets quiconque au défi de dire qui, dans notre pays, après avoir été interpellé par les forces de l'ordre, c'est son cadavre qu'on a retrouvé sur la route d'Alépé ou bien alors au bord de la forêt du Banco. Personne. Tant que les gens sont en vie, on peut tout corriger. Tu fais la prison, un jour tu sors. Croyez que les parents de Guy Robert n'auraient pas aimé qu'ils soient en prison? Abattu comme un animal au bord de la route. C'était tout près de nous. Général, ancien chef d'État. Aucun respect pour la vie humaine. Je peux citer le frère de Dakouri. Je peux citer H. Kamara. Émile, Jean-Marc Badolo, Souleymane Koulibaly Babou, le secrétaire du président, le capitaine Dosso Abouakari, son aide de camp, capitaine Fabien Koulibaly, aide de camp du général Gueye, tous ont été abattus. Si on les avait arrêtés, on les avait condamnés, un jour ou l'autre, ils allaient purger leur peine, ils allaient sortir. Vous avez passé le temps à tuer. Aujourd'hui, on vous arrête, on vous trouve à la maca. Oui, c'est un régime dictatorial. Eux, ils savent c'est quoi la dictature, parce que c'est ce qu'ils nous ont fait vivre. On pouvait même pas se réunir. Eux, ils se réunissent tous les jours. Yaya, une nuit, ils étaient ici en réunion au siège. Quelqu'un du quartier a appelé la police. Ils sont venus les ramasser tous pour les envoyer au commissariat de Williamsville, qu'ils sont en train de préparer un coup d'État autour d'une tasse de thé. Thé d'Arakouna, que vous préparez coup d'État. On a vécu ça ici. Et donc, vous voyez, ça fait mal quand des gens qui n'ont aucun respect pour la vie humaine, qui ont passé le temps à tuer, veulent faire passer un régime respectueux de la vie humaine.
qui arrête des gens de façon régulière, qui fait des procédures judiciaires, qui au bout relaxe ou condamne de vouloir les faire passer pour une dictature. Mais vous n'avez donné aucune chance à personne. Aucune chance. Dès qu'on te prend, c'est ton cadavre, on voit. Je répète ici, je les mets au défi de dire qui a été arrêté et puis c'est son cadavre qu'on a trouvé dans une brousse, dans une rue, ou bien alors au bord de la forêt du Banco, ou sous la route d'Alépé, parce que c'est là-bas qu'ils avaient l'habitude de jeter le corps. J'ai parlé du capitaine Dosso, mais il y a le colonel Dosso, le colonel-major Dosso, arrêté, dont on a trouvé le corps également, bon, donc, de l'autoroute du Nord. Nous sommes véritablement un état de droit. Ils peuvent fantasmer tout ce qu'ils veulent, mais en même temps, dans l'état de droit là, tu dois respecter les textes. Si tu les respectes pas, tu subis la rigueur de la loi. Et la loi sous le président Ouattara n'est pas expéditive. Ce n'est pas une loi où on exécute les gens sans les juger. Non, tu fais une procédure judiciaire. Si tu as tort, tu es condamné. Si on t'a accusé à tort, tu es relaxé. C'est cela l'état de droit. Donc Et donc, mesdames et messieurs, pour ceux qui ont écouté ça, quand on voit ces plaisantins aujourd'hui venir dire qu'eux sont dans la dictature, allez d'abord ramener à la vie les parents des gens à qui vous avez arraché la vie. Et les exemples sont tellement légion. Et leur spécialité, je parle de Laurent Gbagbo et de son régime de pourri, leur spécialité du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011, c'est d'avoir créé 4 millions d'emplois. Ah oui, ils ont réussi à créer 4 millions d'emplois. Et ça fait partie de leurs exploits. Et donc, si un jour des gosses sont en train de discuter et ils disent qu'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire, là, dites-leur que voilà le travail que Gbagbo a créé. Je crois qu'aujourd'hui, c'est parce que la jeunesse n'a pas d'emploi que certains jeunes peuvent se laisser distraire par des démagogues, qu'on peut leur donner quelques fusils et puis aller faire des guerres civiles. Et il faut mettre fin à ça. Et c'était lui-même le démagogue là. Un démagogue là, c'est quelqu'un qui utilise un discours qui est faux pour tromper les gens. C'est un VI. Lui-même là, c'est lui-même qui est le vieux père des repéros. Donc il parle de lui-même sans savoir. Et quand il est venu au pouvoir là, les jeunes qui lui ont fait confiance, des mineurs, leur âge variait entre 14 ans et 20 ans. Gbagbo les a pris, les a transformés en miliciens. Il y avait plus de 4 millions comme ça. C'est le métier que lui a trouvé pour leur donner. Ils sont à nouveau dans la rue. Depuis 2 jours, les patriotes, les partisans du président Laurent Gbagbo paralysent Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'il sent son pouvoir affaibli, Gbagbo fait descendre ses partisans dans la rue. Ce soir, la situation. Et chaque fois que son pouvoir était menacé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait descendre ces chiens-là dans la rue. 4 millions de chiens dans la rue pour aboyer et mordre les gens. Ça là, c'était le métier qu'il avait trouvé pour ces jeunes-là comme ça. Pendant plus de 10 ans. Donc dites au gore que voilà les 4 millions que Laurent Gbagbo d'emploi qu'il a créé là, c'est ça qui est là. Et après maintenant, on va voir s'ils vont trouver à dire que le régime actuel a créé des emplois ou pas. On va comparer la qualité des emplois que eux ils ont offert à 4 millions de jeunes et la qualité de l'emploi que nous on a offert aujourd'hui aux jeunes d'aujourd'hui. Reste très tendu. Ils sont venus de Yopougon, Tréville ou Cocody. Tous les quartiers d'Abidjan sont représentés. Vous entendez, non? Et là, ils les prenaient dans tous les quartiers d'Abidjan. Ils vont prendre l'enfant des gens. Le travail qu'ils trouvent là, c'était de faire des miliciens, des chiens de guerre, mais surtout des adolescents, des mineurs. On les prend, on fait d'eux des armes de guerre. C'est ça le métier que Laurent Gbagbo a fait sur plus de 11 ans de gestion du pouvoir. Ils ont entre 14 et 20 ans. Ce sont les derniers recrues du mouvement des jeunes patriotes de Laurent Gbagbo. Avec les moyens que nous avons, mais là maintenant, nous sommes prêts. Et ça, vous voyez, c'est Magui le Toka qui parle comme ça. Et tellement lui-même ivoirien, quand on lui demande là, actuellement là, il y a combien d'Ivoiriens à son temps là qui n'ont pas de travail? Écoutez très bien ce qu'il dit. Il y a beaucoup de jeunes qui ont accès à l'emploi. 4 millions. Il y a 4 millions à l'âme. Oui, il y a 4 millions de jeunes qui devraient avoir un emploi et qui n'ont pas d'emploi.
Regardez tellement il vaut rien. Il y a 4 millions de jeunes qui devraient avoir des emplois, qui n'ont pas d'emploi. Toujours, je suis en train de, ils devraient, où on va faire ceci. C'est ceux-là qui vont venir l'ouvrir pour demander qu'il n'y a pas de travail pour les Ivoiriens. De deux choses, il va devoir choisir l'une. Soit ils ont milicisé la jeunesse, sans espoir, ou mais il n'a rien créé. En réalité, Laurent Gbagbo n'a même pas créé même un boulot pour qui que ce soit. Et donc là, pour accélérer le processus de dégradation de ces jeunes gens-là, il a trouvé qu'il était mieux de les offrir à la mort. Et c'est pourquoi il en faisait des miliciens, des chairs à canon, pour accélérer le processus de leur dégradation physique. Je ne parle même pas de mort. Parce qu'il fallait être quelqu'un qui n'a même pas besoin de sa propre vie et qui ne donne pas d'importance à sa propre vie pour pouvoir se lancer dans une telle aventure honteuse et humiliante. Et c'est eux aujourd'hui qui vont venir s'arrêter pour vouloir jouer les moralisateurs. Donc chaque fois qu'ils vous disent que le régime actuel ne crée pas d'emploi, là, allez, vous prenez la vidéo là, vous leur montrez, vous leur dites, voilà le métier que Gbagbo offrait aux jeunes gens miliciens. Mais en réalité là, pourquoi il leur offrait le métier des miliciens? Parce qu'il n'a même pas créé un boulot. Les 4 millions de jeunes qui étaient en train de vadrouiller là, il a été incapable de créer des boulots. Donc pour les donner à la mort rapidement là, il les offrait en tant que miliciens. C'est ce même Laurent Gbagbo. En 2010, on va vous parler un peu comment il a fait pour pouvoir voler le pouvoir à Alassane Ouattara. Et l'article que je vais vous lire date du 18 décembre 2010. C'est le journaliste de Jeune Afrique qui s'appelle François Soudan qui a écrit cet article-là. Moi, je vais expliquer un peu. Le premier paragraphe, il explique que Laurent Gbagbo n'a jamais envisagé sa défaite. Battu dans les urnes, dos au mur, il s'est retrouvé sans plan B, si ce n'est le passage en force. Récit exclusif. Quand Laurent Gbagbo a perdu les élections au deuxième tour en 2010, là, est-ce que vous ne vous souvenez pas, on gagne ou on gagne? Ça veut dire, quel que soit ce qui va se faire là, eux vont brigander pour prendre les résultats et puis eux là, ils vont se déclarer vainqueurs. Mais ce que vous ne savez pas, ce sont les détails là, je vais vous en donner aujourd'hui. Les hommes de pouvoir n'ont de secret, ni pour leur valet de chambre, ni pour leur graphologue. Ceux qui pensaient que Laurent Gbagbo allait se soumettre au verdict des urnes et qui s'étonnent de le voir 15 jours plus tard, vissé à son fauteuil présidentiel, comme une huître à son rocher, submergé par la marée des condamnations internationales, en seraient moins surpris s'ils avaient en tête cette analyse graphologique réalisée il y a 4 ans sur la base d'un manuscrit échappé du palais de Cocody. Donc le journaliste François Soudan de Jeune Afrique nous dit que le jour où il a écrit cet article-là, c'était le 18 décembre 2010, que mais, aujourd'hui 18 décembre 2010, là, si tu veux comprendre pourquoi Laurent Gbagbo, il avait décidé que même s'il avait perdu le pouvoir, il n'allait pas laisser le pouvoir là, qu'il fallait retourner 4 ans en arrière, c'est-à-dire en 2006. Il dit un jour là, eux ils ont pu avoir accès à des documents secrets qui sont sortis du palais de Laurent Gbagbo à Cocody. Et ils ont eu des documents, des manuscrits qui ont échappé du palais de Cocody. Et eux ils ont eu des informations secrètes là-bas. Ça veut dire, depuis 2006 là, ils avaient compris, Laurent Gbagbo avait déjà commencé à mettre en place toutes les mesures et tous les plans pour s'accaparer du pouvoir en tant qu'un dictateur pour ne pas laisser le pouvoir. Et qu'est-ce que le document dit par exemple? Il y est question d'un homme qui s'identifie complètement à son personnage sans se dévoiler, pour autant à titre personnel, qui répond aux doutes par l'attaque et l'orgueil sur qui l'affectif et la sensibilité n'ont pas de prise, qui ne s'avoue jamais vaincu, qui joue sur son autoritarisme et son besoin de puissance, dont l'ego et la détermination composent une personnalité de style paranoïaque, avec un mode de conduite à la fois profondément structuré et définitivement inamovible. Se ment-il à lui-même, lui qui entretient
avec la vérité un rapport fluctuant, maintes fois dénoncé par ses adversaires et ses partenaires. Rien n'est moins sûr. Mais, même s'il sait que ses probabilités de survie au pouvoir sont à terme totalement hypothétiques, cette posture de Laurent Gbagbo contre le monde entier est sans doute celle où il puise le plus de ressources intimes. Donc, dans ce document-là, c'était un document secret. Il se fait passer pour un dieu sur la terre. Laurent Gbagbo se donne un rôle dans un autoritarisme, dans un fascisme. Son besoin de posséder la puissance, son ego et sa paranoïa de perdre le pouvoir. Si Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir, la Côte d'Ivoire est perdue. Si Laurent Gbagbo quitte le pouvoir, les Ivoiriens vont disparaître. Sans Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire ne peut pas être quelque chose. Or, celui qui pensait à tout ça, oubliait que lui-même là, son rapport à la vérité, lui-même il n'accepte pas la vérité. Pour se cacher ses propres incapacités, il a enflé son propre ego. Il s'est enflé d'orgueil dans son propre mensonge. Lui que les gens appelaient le boulanger, parce que n'étant pas du tout sérieux et n'aimant pas du tout la vérité. Et Laurent Gbagbo est même allé jusqu'à dire que c'est lui seul qui a raison contre le monde entier. Quelqu'un qui a raison contre le monde entier, en fait, c'est quelqu'un qui vit dans son propre monde. Dos au mur, réapparaît alors Laurent Gbagbo. L'opposant persuadé d'incarner un nouvel ordre et la seconde indépendance, la seule, la vraie de la Côte d'Ivoire. Gbagbo le nationaliste, contraint comme il le dit de faire la révolution de 1789 sous le contrôle d'Amnesty International et qui face aux candidats entre parenthèses de l'étranger, aux blindés des blancs de l'ONU et aux injonctions de la communauté internationale, clame que son pays n'est pas reconnaissable. Et donc, qu'est-ce que Laurent Gbagbo va faire? Il va faire entourer son pouvoir par des individus vulgaires qu'ils appelaient les jeunes patriotes, des miliciens, des désœuvrés. Et comme ça, il va créer des agoras pour brutaliser mentalement et ensauvager ces personnes-là en leur disant « Laurent Gbagbo, c'est lui le vrai Ivoirien. Laurent Gbagbo, la première indépendance que vous faites faire là, c'était pas une bonne indépendance. C'est Laurent Gbagbo maintenant là qui va faire la vraie indépendance de la Côte d'Ivoire. Et ça sera ça la vraie indépendance de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo était nationaliste. C'est Laurent Gbagbo, comme en France là, en 1789 là. C'est Laurent Gbagbo qui va faire la révolution contre le candidat de l'étranger. C'est Laurent Gbagbo seul là, Dieu l'a investi. Dieu lui a donné une puissance. C'est lui qui va lutter contre les chars de l'ONU. C'est lui seul là qui peut lutter contre la communauté internationale. Et avec Laurent Gbagbo là, on va pas recoloniser la Côte d'Ivoire. Je vous ai bien dit qu'on est en train de vous parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire dont nous vous parlions là, si vous avez vu, j'ai joué 2 vidéos là, c'est pour vous montrer les faits. Cette Côte d'Ivoire là, quand tu réfléchis, mais tu donnais ton avis, tu mourais. On t'assassinait. Il y avait les escadrons de la mort, de Laurent Gbagbo. Dans cette Côte d'Ivoire là, chaque matin quand on se levait là, les cadavres étaient au bord des routes. C'est de cette Côte d'Ivoire qu'on est en train de te parler. Et c'était la Côte d'Ivoire de l'idéal de Laurent Gbagbo et de ses partisans. C'est eux qui se sont accaparés de la Côte d'Ivoire comme un fruit et ils ont imposé la dictature sur tous les Ivoiriens. Seplou embêté là, ça veut dire l'oiseau qui avertit du danger. Mais on peut appeler ça l'oiseau aussi qui annonce la guerre. Le mot Seplou là, c'est ce que ça veut dire. Et donc, il va se transformer en dictateur, comme Robert Mugabe. Et quand ils sont confrontés à des difficultés politiques, quand ils ont des problèmes politiques, quand ils ont des problèmes économiques, quand ils ont des problèmes de justice,
Parce que souvent, ils vont voler les biens de leur pays. Ils vont les cacher en France ou même dans les pays européens. Souvent, ils vont avoir des problèmes de droits de l'homme. Souvent même, il y a des problèmes politiques. Ils utilisent donc ces arguments fallacieux de patriotisme, d'afrocentrisme, de nationalisme, alors que ce sont des concepts vides, des concepts faux, des concepts pour enflammer les cœurs des idiots qui les ont suivis dedans. Et comme ça, ceux qui ne prennent pas le temps d'analyser la politique intérieure de nos pays africains, ils vont leur donner l'opinion que, en réalité, lui, il est pour son pays. Mais allez voir le rapport de Laurent Gbagbo, quand il prend plus de 2 milliards de francs CFA qu'il donne à Chirac, on lui demande mais pourquoi, il dit c'est Chirac. Et la majorité des Ivoiriens ne se reconnaissaient plus dans ce faux discours. Pourquoi? Parce que ce que Laurent Gbagbo posait comme action, non seulement il est valérien, mais c'était, comme on le dit, c'est Plou, l'oiseau qui annonce la guerre et les mauvaises nouvelles. Depuis que Laurent Gbagbo, du premier jour, il a pris le pouvoir, le 26 octobre 2000, jusqu'à la fin là, ce n'était que des charniers, des cadavres, des viols, des meurtres, des massacres, des pogroms, l'immoralité, les bassesses, tout ce qui est visqueux, caverneux, gluant et tout ce qui est humiliant dans la vie. C'était ça, le régime de Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens n'ont jamais connu un jour de bonheur sous le régime de cet individu. Et les rares personnes qui tiraient des bénéfices sur le sang et la souffrance des Ivoiriens, c'est ceux-là qui étaient les blés goudés avec les Nadi Bambala. Et donc, c'est eux, les blés goudés, les Nadi Bambala, qui l'aidaient dans sa sale besogne avec les Simone Élevé. Ils sont encore vivants. C'est quand on dit là, ils n'ont qu'à venir démentir. Ceux-là, ils sont pires que le Satan. Eux tous. Vouloir dissocier l'un de l'autre là, c'est une perte de temps. Et c'est se moquer soi-même de sa propre souffrance. Le problème, évidemment, est que plus d'un Ivoirien sur deux ne se reconnaît plus dans cette démarche. Que même s'il ne s'y est résigné à contre-cœur, il a bien accepté que cette élection se tienne sous étroite observation extérieure et que la CEI, dont il prévoyait à l'avance qu'elle avaliserait une mesure inévitable mais néanmoins acceptable de fraude, en disent les résultats. Et donc en 2010, là, quand on organise les élections, là, sachez que la guerre avait commencé depuis le 19 septembre 2000. Et les Ivoiriens étaient fatigués. Et comme on savait que la base du problème, là, c'était un problème où Laurent Gbagbo ne voulait jamais aller à des élections avec des candidats dont il avait peur, à savoir Alassane Ouattara. Quand j'entends les pro-Gbagbo dire aujourd'hui, si Alassane Ouattara n'a pas peur de Gbagbo, pourquoi il ne laisse pas Gbagbo voir aux élections? Mais c'est très bête. Laurent Gbagbo était président. Lui-même, là, dans son président, là, il allait aux élections à Ouattara. Ouattara l'a battu alors qu'il était président. Maintenant qu'il n'est plus rien, là, il ne fait plus peur à quelqu'un. Le meilleur moment pour Laurent Gbagbo, où il pouvait ne pas perdre le pouvoir, c'est quand il était président. Mais l'homme qui l'a battu s'appelle Alassane Ouattara. Donc, de quoi est-ce que vous voulez nous parler? Si vos cerveaux, là, tournent à l'envers, là, nous, on ne boit pas l'eau par nos narines et puis ça va sortir dans nos yeux. Donc, quand vous racontez vos conneries, là, allez raconter ça à des gens qui ont fait congeler leur cerveau dans WC public. Donc, fort de plus de 10 ans de guerre civile, avec toutes les atrocités que Laurent Gbagbo ne cessait de servir aux Ivoiriens, les gens se sont dit, c'est bon comme ça, on n'a qu'à aller à des élections. On sait même que tu vas tricher, mais on n'a qu'à aller, on n'a qu'à faire élection là. Pourquoi on n'a qu'à avancer un peu? Parce que il n'y a pas guerre, il n'y a pas paix. On est là, les rebelles sont ici, Gbagbo est ici, ourourou là. On n'a qu'à faire élection. Au moins là, quand on va dire il y a eu élection là, même si tu triches là, on va savoir au moins qu'il y a eu élection. Grâce à l'élection là, ça va nous permettre d'avancer un peu. Voilà ce qui était dans la tête de la majorité des Ivoiriens. Et donc, c'est fort de cette situation donc, qu'en 2010, il y aura une élection.
Au premier tour, tout se passe bien. C'est à partir du deuxième tour que les choses vont mal se passer. Le problème, enfin, est qu'en cas de défaite, inenvisageable aux yeux de Laurent Gbagbo, tant cette humiliation lui est insupportable, le phacochère blessé qu'il est et qu'il est devenu n'a jamais eu d'autre plan à sa disposition que le passage en force. Et qu'est-ce qu'on constate? Ils ont un discours critique. On gagne, il n'y a rien en face. C'est maïs, c'est leur blé goudé là qui mobilisait les miliciens pour dire, même si Laurent Gbagbo ne gagne pas là, on va tuer les Ivoiriens pour prendre la victoire, pour nous asseoir sur la tête des Ivoiriens. C'est lui, blé goudé là, qui diffusait ces messages là, avec l'appui des Nadi Bamba et autres. Ils sont tous vivants, ils sont là. Hey, sorcier là, il n'y a pas son petit. Sorcier là, il n'y a pas son vieux. Le mal qu'ils font là, c'est même mal là. Serpent là, il n'y a pas son petit pour dire comme lui il est né il n'y a pas longtemps là, son venin là, ça prend pas. Ne vous amusez pas avec le mal. Le mal doit être combattu dans sa généralité. On ne peut pas combattre un mal à moitié et en même temps applaudir un autre mal. Ça, c'est l'attitude des gens qui sont en faiblesse intellectuelle et mentale. Quand tu es faible mentalement et intellectuellement, là, tu mènes toujours des combats pour obtenir des résultats à moitié. En réalité, là, que ce soit Nadi Bamba, que ce soit Gbagbo, que ce soit Blé Goudé, là, on doit les combattre ensemble. Sans état d'âme. C'était tout un système qui entourait Gbagbo. De la même manière que lui, Blé Goudé, est en train de parler de Nadi là. Si Nadi aussi se met à dire ce que lui il a fait aussi là, vous allez voir que leur objectif était le même. Tant que Gbagbo est au pouvoir, eux, ils arrivent à gagner. Eux, ils arrivent à avoir ce qu'ils veulent. Ils peuvent, la mort des Ivoiriens, ça ne leur dit rien. Les pogroms, ça ne leur dit rien. Les viols des femmes, ça ne leur dit rien. Les détournements de l'argent public, ça ne leur dit rien. Les Ivoiriens qui étaient tués et jetés au bord des routes, là, ça ne leur disait rien. Ni Blé Goudé, ni Nadi Bamba, ni Gbagbo, ni Simon ne s'en plaignaient. Et c'était la Côte d'Ivoire de leur rêve qui était là. Mais ces conséquences que je suis en train de dire là, ces crimes là, c'est sur le dos de vos parents, chers Ivoiriens. Les personnes qui ont été assassinées, que le ministre Amadou Koulibaly a donné les noms là, est-ce que ce n'étaient pas des Ivoiriens? Est-ce que c'était seulement les gens du Nord? C'était tous ceux qui étaient opposés à leur régime. Donc c'est sur le sang des Ivoiriens. Tant que le sang des Ivoiriens pouvait couler, eux là, ça justifiait qu'eux ils devraient rester au pouvoir. Et en même temps, c'est ce qui leur permettait de dominer les Ivoiriens. Et ça là, c'est Nadi qui a bénéficié de ça, c'est Gbagbo qui a bénéficié de ça, c'est Sorogun qui a bénéficié de ça, c'est comment on appelle, Afi qui a bénéficié de ça, c'est Gbagbo qui a bénéficié de ça, c'est Blé Goudé qui a bénéficié de ça. Ni l'un ni l'autre ne sont mieux. Et c'est comme ça qu'ils vont aller aux élections, au deuxième tour. Ils avaient tout prévu, mais sauf le scénario Alassane Ouattara. Et quand ils vont au deuxième tour, Laurent Gbagbo, il prépare déjà les gens à travers des gens comme les Blé Goudé pour dire on gagne, il n'y a rien en face, c'est maïs, comme je venais de vous le dire. Et ils ont préparé toute la machine du désordre et du chaos et la destruction. Ils ont fait rentrer des Libériens. Ils ont fait rentrer les Libériens du Lima FS. Ils ont fait rentrer les mercenaires angolais. Ils ont fait rentrer les mercenaires biélorusses. Et ça là, ils ont détruit les vies des Ivoiriens. Allez demander aux gens de Yopougon, base navale, ce que les gens leur ont montré là-bas. Parce que Laurent Gbagbo n'avait pas prévu un autre plan que d'utiliser la violence brute contre les Ivoiriens pour s'imposer à eux. Comment Laurent Gbagbo a-t-il bu le calice de son Waterloo électoral? Pourquoi a-t-il décidé de s'enfermer dans son fort charbon de Cocody et de tenir tête à l'histoire? Ou jusqu'où ira-t-il? Le récit exclusif de 5 jours qui ont fait basculer la Côte d'Ivoire
vu de l'intérieur du bureau de Laurent Gbagbo et reconstitué à partir des témoignages des proches de celui-ci, éclaire d'un jour singulier la fin d'un règne lugubre et parfois surréaliste. Et donc on va diviser ici en 5 étapes. C'est-à-dire, on va commencer le dimanche 28 novembre 2010 à 23 h. Donc on va diviser ça comme ça en 5 étapes et on va venir finir avec la date du vendredi 3 décembre 2010. Et donc vous allez voir que ces 5 découpages-là vont vous faire, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et c'est très important. Partons donc au dimanche 28 novembre 2010 à 23 h. Quand les élections des deuxième tour sont réalisées, le siège de campagne de Laurent Gbagbo était à Cocody Atoban. C'est à Abidjan. Et déjà, à partir de 23 h, qu'est-ce qu'on attendait dans leur siège là-bas? Ça veut dire, on n'a même pas encore annoncé les résultats. Hein. Eux, ils disent déjà que eux, ils ont déjà des renseignements que les gens du RHDP, là, ils ont dit aux gens que les Djoula, là, et puis les Baoulés, là, que les Baoulés vont s'ajouter aux Djoula pour voter pour Ouattara. Que c'est pas ce qui s'est passé. Le report des voix de l'électorat d'Henri Konan Bédié tourne dans le bon sens. Les chiffres, tout au moins ceux qui parviennent à Laurent Gbagbo et à son QG, donnent celui-ci en tête avec 52% des voix, contre 48% pour Alassane Ouattara. Voyez-vous bien, lâche Laurent Gbagbo. Je savais que la greffe n'allait pas prendre. Et là, ils se nourrissent de cette fausse illusion que les Baoulés n'ont pas voté pour Ouattara, que c'est pour lui Gbagbo les gens ont voté. Et que lui, Gbagbo, là, lui, il a gagné 52% des voix et Alassane Ouattara est 48%. Et donc, ils ont commencé à nourrir leurs partisans avec ça. Alors que c'était faux, c'était pas vrai. Ils ont commencé à nourrir leurs partisans avec ça, pour les préparer à résister dans le faux. Mais c'est qu'eux ne savaient pas au même moment, à la même date là, et Alassane Ouattara aussi avait son QG. Ce qu'ils ignorent, bien sûr, c'est qu'au même moment, son rival a en main des estimations radicalement inverses en provenance de la CEI. Et ces estimations donnaient Alassane Ouattara vainqueur à hauteur de 57%. Et que, dans sa suite du Golf Hotel, Soro Guillaume est en train de basculer. Soro qui a pourtant cru en Laurent Gbagbo avant le premier tour du 31 octobre et a même voté pour Laurent Gbagbo, a changé de camp lorsqu'il a senti la montée en puissance de Ouattara. Soro Guillaume que vous voyez là, en 2010 là, il a voté pour Laurent Gbagbo. Tous ceux qui suivaient Soro Guillaume là, et que vous entendez les noms là, et tous là, ils ont voté pour Laurent Gbagbo. Parce que le deal qu'ils avaient signé là, Gbagbo devrait reconduire Soro comme premier ministre. Donc tous les proches, je n'ai pas dit les forces nouvelles, hein, mais tous ceux qui étaient, et vous entendez que c'était des proches de Soro là, eux tous ont voté pour Laurent Gbagbo. Donc, au moment où ils sont en train d'enfler leur ventre avec le mensonge que Laurent Gbagbo a gagné 52%, que Ouattara a 48%. Là. Au même moment, dans le QG du docteur président Alassane Ouattara, les estimations qui venaient de la CEI, ça veut dire les chiffres qui venaient de la CEI, en ce moment-là, je dis très bien, parce qu'il faut qu'on soit précis, on est en train de vous parler du dimanche 28 novembre 2010 à 23 h. Les mêmes estimations qui venaient sur la base des chiffres qui sortent de la CEI, à cette date-là, donnaient Alassane Ouattara vainqueur à hauteur de 57%.
les Soro Guillaume et ses partisans avaient bel et bien voté pour Laurent Gbagbo au premier tour, au deuxième tour. Parce que la survie de Soro Guillaume, c'était qu'il soit nommé Premier ministre et qu'il continue dans ça, et ceux qui étaient avec lui vont toujours continuer à bouffer. Mais quand je vous dis souvent que Laurent Gbagbo était tellement fier de Soro Guillaume qu'il qualifiait celui-là à peine même d'être le meilleur de ses premiers ministres. Simone Gbagbo, qui a pris les rênes, a cru bon de fustiger à longueur de discours les fauteurs de guerre, les forces nouvelles, qui ont voulu éliminer son mari pour le compte de Ouattara. Or, les forces nouvelles, c'est la base et la matrice de Soro Guillaume, lequel n'a en outre pas apprécié la proclamation unilatérale du couvre-feu. Rien qu'en annonçant cela à la télévision, Gbagbo s'est tiré une balle dans le pied. Il a perdu 4 points en 5 secondes, fulmine-t-il. Ça, c'est ce qui s'est passé à la date du 28 novembre, le dimanche 28 novembre 2010, à partir de 23 h. On rentre maintenant dans la deuxième étape. Le lundi 29 novembre 2010, à 20 h. Qu'est-ce qui s'est passé? Devant ses proches, Laurent Gbagbo paraît un peu moins sûr de lui. Tout le monde à l'extérieur commente la victoire annoncée de son adversaire Alassane Ouattara. Mais nul n'ose lui en parler. On devrait gagner, confie-t-il. Mais il y a des fraudes plus graves que ce que j'avais prévu. Un peu plus tard, Laurent Gbagbo téléphone à son voisin et facilitateur de la crise, le président du Burkina, Blaise Compaoré. Puis raconte sa conversation. Je lui ai dit, Blaise, on me signale des mouvements de troupes à nos frontières. Blaise me répond, ah bon? Quelles troupes? Alors je réponds à Blaise, tu n'es pas au courant? Blaise réfléchit, je parle de Blaise Compaoré, réfléchit un peu, et puis il me répond, oui, je vois ce que c'est. Ce sont des petites manœuvres avant la célébration de notre cinquantenaire du 11 décembre 2010 à Bobo-Dioulasso. Alors, je réponds à Blaise, tu ne pourrais pas les faire ailleurs? Ça ne m'arrange pas. Et on a rigolé. N'oubliez pas que Blaise était le facilitateur du deal que eux et puis Soro Guillaume avaient signé. Ce qu'ils appelaient l'accord de Ouaga. Mais à la date du lundi 29 novembre 2010, quand on arrive à 22 h, déjà Laurent Gbagbo dans la journée du 29 là, tous ceux qui étaient avec Laurent Gbagbo savaient qu'il avait perdu les élections. Mais il n'y a pas eu un garçon qui s'est levé pour aller lui dire, frère qui a perdu. Ils étaient tous dans n'ont pas eu le courage. C'est jusqu'à 22 h. Vous savez, il y a toujours des papatos partout. Il y a un papato qui allait à 22 h glisser à l'oreille de Gbagbo que, ah, ça là, on est assis ici là. Tu as perdu l'élection là. Soro Guillaume là, actuellement là, il est en train de chercher, il est en train de gagner en temps. On dirait qu'il va aller rejoindre Ouattara. Vous savez, la garçon a son papato aussi. C'est les femmes on accuse. Sinon, la garçon même son papato là, c'est plus dangereux même que pour les femmes là encore. Il dit, ah, on est assis là, là. C'est eux on appelle les go-between. C'est-à-dire, eux là, ils sont dans les deux camps. Eux là, ils sont avec ceux qui enterrent et puis ceux qui déterrent les cadavres. Eux, ils glissent entre les deux camps. C'est un papato comme ça là qui est venu à 22 h voir Gbagbo. Il dit, ah, tu es assis là, là. Soro Guillaume là, il est en train de te trahir. Il va te quitter pour aller dans le camp de Ouattara. Quand je suis parti chez les gens de Ouattara là, ah, ils sont en train de me dire que Soro Guillaume est en train de demander pardon, qu'il va venir s'ajouter à eux. C'est impossible, il ne peut pas.
ce serait trahir, s'exclame Laurent Gbagbo. Dites-lui de venir me voir immédiatement. 30 minutes plus tard, Soro Guillaume arrive et s'engouffre dans le bureau de Laurent Gbagbo. Rien ne flirte. Mais tout laisse à penser qu'aucun des deux hommes n'a véritablement crevé l'abcès. Donc le journaliste nous dit que eux ne savent pas ce qu'ils se sont dit là-bas. Mais une fois que Gbagbo a appris que Soro veut le trahir, les propos de Laurent Gbagbo sont là. C'est impossible, il ne peut pas. Ce serait trahir. Quand on dit tu as trahi quelqu'un, ça veut dire vous avez signé un deal. Si tu n'as pas signé une entente avec quelqu'un, tu peux pas. La personne, un cas ne peut pas dire qu'il a été trahi. Et donc quand Laurent Gbagbo a dit, allez me chercher Soro Guillaume n'a qu'à venir, 30 minutes plus tard, Soro Guillaume est venu. Le journaliste dit ici que ce qu'ils se sont dit là, eux ne savent pas ce qu'ils se sont dit, mais que leur affaire là, ça s'est pas bien passé. Parce que dans la vie là, faut pas mentir. Ce que les gens n'ont pas dit là, moi je vais pas inventer. Et c'est ça qui nous fait passer au mardi 30 novembre 2010 à 19 h. Nadi Bamba, la seconde épouse de Laurent Gbagbo, n'en demeure pas. Elle a rencontré secrètement un collaborateur très proche de Soro Guillaume et en a retiré l'impression que Soro Guillaume ne va pas lâcher le camp Gbagbo. En pleurs, Nadi ajoute, ils vont arranger les choses. Allah est avec nous. Arranger, Entre nuit et brouillard, l'heure est aux intermédiaires de l'ombre. Un riche homme d'affaires de la région installé à l'hôtel Pullman, qui a ses entrées à la primature comme à la présidence, fait ainsi d'étranges propositions de compromis entre les deux hommes. Tout est négociable, répète-t-il. Et le plus étonnant est qu'il est apparemment mandaté pour le faire. Informé, Gbagbo refuse. C'est un piège. Gbagbo qui désormais hésite et semble douter. Nous sommes à 50-50, confie-t-il, mais je m'en crocherai. Sans doute pense-t-il désormais à mettre en œuvre son plan de sauvetage. Tout faire pour empêcher la CEI de proclamer les résultats et passer la main au Conseil constitutionnel. Au Golf Hotel, Soro lui ne doute plus. Avec ses proches, il choisit le nom de son futur parti. Ce sera le FND, Force Nouvelle Démocratique. Donc le 30 novembre 2010, à partir de 19 h, Nadi Bamba rentre en contact avec un proche de Soro Guillaume. Ils n'ont pas donné son nom ici. Et avec ce dernier, ils décident qu'ils peuvent encore repêcher Soro Guillaume pour ne pas qu'il bascule dans le camp de Ouattara. Et Nadi, elle se met en pleurs. Hey Dieu, hey Allah, hey, hey. Mais il y a d'autres choses qu'on ne veut pas expliquer en public. Il y a d'autres choses qu'on ne veut pas expliquer en public. Quand eux-mêmes là, hey, on sait des choses. On veut que ça n'a qu'à quitter même dans leur bouche. Sinon, il y a des choses qu'on ne va pas dire. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ça n'a pas bien pris là, il y avait un homme d'affaires qui était au Pullman Hotel. Lui, c'était un Libanais de Gbagbo. Un riche Libanais que Gbagbo a naturalisé. Lui faisait la pluie et le beau temps à Abidjan. Ils lui ont dit, tout est négociable. Tout a un prix. Vous ne vous souvenez pas quand Laurent Gbagbo dit, si j'avais su que les hommes avaient un prix, je n'aurais jamais payé autant d'armes. Il dit maintenant là, les milliards là, faut verser ça. Les milliards là, faut verser. Faut faire des propositions. Et ce homme a été envoyé par Laurent Gbagbo et son camp. Ça veut dire, quel
quelle que soit la situation, le deal qui était entre lui et Soro Guillaume là, ne devrait pas se gâter. Et donc, quand ce riche homme d'affaires libanais négocie, à un moment, il revient vers Laurent Gbagbo. Il dit, ah, actuellement où l'affaire est là, c'est 50-50. Ça veut dire, on peut encore, voilà, c'est moitié-moitié. Mais je vais m'accrocher pour voir encore si on peut financer encore, si on peut encore financer les gars pour faire tourner leur tête. Gbagbo dit maintenant au Libanais, là, il dit, tiens, l'affaire là, c'est bon comme ça. Ça là, Glamour, ça a commencé par trahison là. Ça là, c'est un piège. J'avais donné déjà 500 millions à un là, au Togo là. Eux m'ont trahi, ils ont créé le commando invisible. Avec eBay. C'est Désiré Taboro même, j'ai envoyé pour aller lui remettre les 500 millions. Eux m'ont trahi. Soro Guillaume avec qui j'avais déjà signé des deals là. Soro Guillaume aujourd'hui, il était dans mon bureau hier. Lui aussi là. Ah, là, c'est gâté. Nadi Bamba, elle a frappé dedans. Elle a appelé les hommes de confiance de Soro là. Elle a fait, mais c'est pas très sûr. Donc toi-même, ton affaire là, on a déjà tenté beaucoup. Hein. Tu veux essayer de me convaincre de m'accrocher. Mais vrai là, c'est bon. Ce que je vais faire maintenant là. Je vais empêcher, moi Laurent Gbagbo là, je vais empêcher la proclamation des résultats de la CEI. Et quand je vais empêcher la proclamation des résultats de la CEI, mon ami qui s'appelle Yao Paul Ondré là, je vais lui dire d'aller proclamer les résultats en ma faveur. Et puis maintenant là, on va rester dans le rapport de force. Il dit c'est bon même. Il dit tout ce que vous faites là c'est bon. Entre-temps, Soro Guillaume qui a compris que le vent a changé de direction, c'est à partir de ce moment-là que lui et ses proches ont choisi d'aller au Golf Hotel. Mais quand ils étaient au Golf Hotel là-bas, là, Soro Guillaume et ses plus proches collaborateurs, au moment où ils disaient qu'eux sont avec Ouattara, là, le mardi 30 novembre 2010, ils ont créé un nouveau parti qu'ils ont appelé les Forces Nouvelles Démocratiques. Donc, il y avait affaire dans affaire dans affaire. Soro Guillaume, là, il n'était pas avec Ouattara, il n'était pas avec Gbagbo. Et même le jour où Soro Guillaume a dit aux gens de sortir pour aller prendre la RTI, là, c'était un piège pour livrer les gens du Golf Hotel. Le jour où Soro Guillaume a dit, là, on va sortir pour aller prendre les mains nues pour aller au Golf, là, c'était un piège. En réalité, Soro Guillaume ne supportait ni Gbagbo, qu'il avait déjà trahi, sachant que Gbagbo ne va plus lui pardonner la trahison, mais il s'est rapproché du camp des victorieux, mais Soro Guillaume était dans un autre coup, et c'est là qu'il a créé le parti qu'il a appelé le FND, c'est-à-dire Force Nouvelle Démocratique. Donc chacun était dans son plan maintenant. Ouattara lui dit j'ai gagné, voilà ça c'est propre. Gbagbo dit je négocie plus, le plan que j'ai fait sur le cas ça a échoué là. C'est pas bon pour moi. Donc là, je vais me baser maintenant sur mes chefs de guerre, comme les Doboblé et autres là. Et puis maintenant là, je vais me baser sur le président du Conseil constitutionnel. Et maintenant là, je vais empêcher la proclamation des résultats. Soro Guillaume lui dit, je vais voir jusqu'où ça peut aller. Peut-être que en jouant entre les deux là, ça peut pourrir. Et moi, je vais sortir dans le dos de tout le monde. Donc Soro Guillaume et son clan là, malgré qu'ils étaient au Golf Hotel, ils ont mis tout en place. Ils ont créé le FND. Et ils ont profité dans le même camp pour empoisonner le président Ouattara. Ceux qui se souviennent très bien. Peut-être que beaucoup n'ont pas prêté attention à ça. Leur nouvelle TCI a annoncé une fois que le président a été évacué d'urgence à Paris pour des soins. Le président avait été empoisonné. Alassane Ouattara avait été empoisonné par Soro Guillaume. Là, si Ouattara mourait comme ça, là, ça allait être plus facile pour lui de dire, comme j'ai déjà les armes là, vous les gens du RDR là, RHDP là, mettez-vous derrière moi, on va combattre Gbagbo. Et c'est là que nous allons passer au mercredi 1er décembre 2010. Et quand on arrive à cette date, du 1er décembre 2010 à 19 h, dans la cour de la présidence,
à Cocody. L'entourage de Laurent Gbagbo arbore des mines refrognées, limite agressives. Ici, l'étranger au carré des fidèles n'est pas le bienvenu. L'Angola a connu 27 ans de guerre civile. Nous, en Côte d'Ivoire, nous n'en avons connu que 8. Nous tiendrons encore 19 ans à lâcher un officier. Donc quand Laurent Gbagbo a repris maintenant ces miliciens, ces surexcités comme les Dogo Blé là, eux ils disent maintenant là, comme on ne peut plus compter sur Soro, il nous a trahis. Et comme on ne peut plus compter sur la CEI, donc là, on va compter maintenant sur les fils de l'Ouest. Et ils se sont maintenant repliés où ils ont bombardé Laurent Gbagbo à Cocody là. Ils se sont retenus dans son palais là-bas maintenant. Ils ont formé le noyau dur maintenant. Dans ce noyau dur là, même les gens comme les Philippe Mangou n'avaient pas accès. Et c'est là, à cette date là, que Blé Goudé a tenté d'assassiner Philippe Mangou. Allez demander à Mangou sa dernière conversation qu'il a avec Blé Goudé là. Allez lui demander. Il va vous dire. Donc c'est dans ça maintenant. Ça veut dire c'est le noyau de dur là, les tribalistes là, les ethnicistes là, que Laurent Gbagbo a pris maintenant pour s'entourer. Et il y a un qui dit que la guerre civile en Angola, qu'ils ont fait 27 ans, que pour nous là on n'a rien fait encore, qu'on n'a fait que 8 ans, qu'il nous reste 19 ans de guerre civile, qu'on a fait ça encore. C'est un officier tribalisé de Laurent Gbagbo qui disait ça. Le mercredi 1er décembre 2010, quand on arrive à 20 h, il est 20 h quand un visiteur livre enfin à Laurent Gbagbo ce que nul depuis 2 jours n'a eu la volonté de lui dire. Les chiffres que la CEI s'apprête à rendre publics donnent Laurent Gbagbo battu. Tu as 46%. Et donc, ce qu'il avait entendu dans Ngungun là, et puis il ne voulait pas croire là. Le mercredi 1er décembre 2010 à 20 h, il y a un de ces gars sûrs qui est venu lui dire, président Gbagbo, on est en train de faire tout ça là. Mais vrai là, les résultats que la CEI a là, tu as perdu. Tu as perdu. Tu as eu 46%. Et je vous parle de ces extrémistes. C'est là que maintenant, Damana Picasso rentre en jeu. Armé de pistolets, lui et les autres. Au moment où Bamba Yakuba était en train d'annoncer les résultats, ils sont partis. C'est ce que vous avez vu à la RTI là. Gbagbo accuse le coup, puis se reprend. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça ne m'étonne pas. La CEI a toujours été contre moi. Choi et l'ONUSU vont passer le point sur la fraude. Parce que la fraude est du bon côté. Celui de Ouattara. Mais la CEI n'est qu'un outil technique. L'outil juridique, c'est le Conseil constitutionnel. La loi prime. Et la loi, ce sont les Blancs qui l'ont faite. Je ne céderai pas. Puis il décroche son téléphone. Appelez-moi Soro Guillaume. Et donc quand on lui annonce cette nouvelle-là, qu'il a perdu là, il dit, il dit, je ne suis pas étonné. Il dit, mais Youssouf Bakayoko qui est à la tête là, il est PDCI. Youssouf Bakayoko là, c'est lui, son mari, c'est lui qui était le mari de la maman de Nadi. C'est pourquoi j'ai fait chasser Begré Mambé, lui pour le nommer, tout ça là, mais lui aussi il m'a trahi. C'est pas grave. Comme il m'a trahi, c'est pas grave, il y a une deuxième solution. Je sais que l'ONUSI là, eux sont pour le candidat de l'étranger. Donc là, eux vont jamais être du côté de Laurent Gbagbo. C'est la tête de Laurent Gbagbo, c'est lui qui parle comme ça. Donc, la CEI là, c'est un outil pour mettre les États ensemble. Mais le Conseil constitutionnel, c'est ce qu'est la loi. Et donc moi, Laurent Gbagbo là, je ne vais pas reculer. Et quand il a fini maintenant là, il dit aux gens qui sont autour de lui là, appelez Soro Guillaume au téléphone, je vais lui parler. Et qu'est-ce que Gbagbo dit à Soro? Viens, je t'attends. Et qu'est-ce que Soro lui dit? Mais je suis avec Choi. Gbagbo dit, laisse-le et viens me voir. Donc,
Soro a dit, donne-moi un peu de temps, je vais revenir. Prévenu, la garde à l'extérieur fait savoir qu'elle ne le laissera pas approcher. Pas question que Soro Guillaume voie Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo doit réitérer ses ordres. L'entretien qui suit entre Soro Guillaume et Gbagbo est tendu. Les deux hommes parlent des fraudes et Laurent Gbagbo fait savoir qu'il est hors de question à ses yeux que la CEI proclame les résultats avant minuit. Je ne reconnaîtrai pas les résultats proclamés par la CEI. Derrière la porte entrebâillée, des proches de Gbagbo ne perdent pas une minute de la conversation. Et comme s'ils doutaient de la détermination de leur chef, non de la tête dès que Soro Guillaume prend la parole. Donc, quand Soro Guillaume est venu, Gbagbo dit à Soro, les résultats de CEI là, je ne vais pas reconnaître. Je ne vais pas reconnaître les résultats là. Donc là, quand ils étaient en train de faire la conversation, Laurent Gbagbo explique à Soro Guillaume qu'il y a eu des fraudes et que lui ne va pas reconnaître les résultats là. Entre-temps, les partisans de Gbagbo étaient là, ils étaient en train d'écouter. Donc ce n'était plus un secret. Et quand Gbagbo lève la tête là, les gens lui font les signes de la tête pour lui dire « Ouais, on ne va pas reconnaître les résultats. » Plus tard dans la nuit, de retour à l'hôtel, Guillaume Soro expliquera que Laurent Gbagbo lui est apparu fatigué et désorienté. Et que dans ces conditions, il n'a pas eu le courage de lui confirmer qu'il avait bel et bien perdu la partie. Les ponts sont coupés, ils ne se verront plus. Et donc c'est de cette façon-là donc que Soro Guillaume, lorsqu'il quitte Gbagbo et qu'il revient à l'hôtel du Golfe, il explique maintenant au camp du président Ouattara que Laurent Gbagbo est désorienté, qu'il est fatigué. Et c'est là, c'est la dernière fois qu'ils vont se voir, le mercredi 1er décembre, en 2010. Et après ça, ils ne vont plus se voir, puisque Laurent Gbagbo se fera arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe le jeudi 2 décembre 2010, à partir de 14 h? Le délai imparti à la commission électorale indépendante pour annoncer les résultats étant théoriquement expiré depuis la veille, une course de vitesse s'est engagée entre les deux camps. Donc Laurent Gbagbo et son clan, qui sont allés barricader la RTI avec les miliciens les plus tribalisés, pour empêcher, et vous avez vu ce que Damana Picasso a fait, pour empêcher que les résultats soient proclamés, à partir du jeudi 2 décembre 2010, vu que théoriquement, la date pour proclamer les résultats a expiré depuis la veille, Laurent Gbagbo et son camp sortent pour mentir aux gens que non, comme le camp, la CEI a été incapable d'annoncer les résultats. Donc, eux vont dire à Yao Paul Ondré, qui est le président de la Cour constitutionnelle, de proclamer les résultats. Mais il y avait aussi la pression dans le camp du docteur président Ouattara. Il y avait la pression aussi dans leur camp. Parce que si l'organe technique et la CEI n'a pas annoncé les résultats, c'est pas bon. Et qu'est-ce que le président Ouattara fait? Le président Ouattara appelle le représentant spécial de l'ONU qui s'appelle Choi Yong-jin. Il lui dit, est-ce que c'est pas mieux que vous, votre hôtel Sebroco là, on n'a qu'à aller annoncer les résultats là-bas. Votre hôtel Sebroco où l'ONU est à Abidjan là, est-ce que c'est pas mieux? Vous allez prendre le président de la CEI, Youssouf Bakayoko,
pour qui n'a qu'à annoncer les résultats provisoires dans votre hôtel Sebroco là. Yoy Jeune Choi répond au président Ouattara. Non, pas chez moi. Ce ne serait pas opportun. Ce sera donc au Golf Hotel. Pas le meilleur endroit symboliquement et politiquement, mais tout de même en territoire ivoirien. Choi explique à Alassane Ouattara que l'hôtel Sebroco que tu vois là, c'est une représentation internationale. Si on annonce ça, c'est comme si on n'a pas annoncé les résultats des élections de Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Donc là, on ne va pas utiliser les locaux de l'ONUCI pour annoncer les résultats. Mais on va faire ça où? J'ai dit, mais il faut faire ça chez toi, mais au Golf Hotel là-bas. Parce que le Golf Hotel est un territoire de l'État de Côte d'Ivoire. Même si ce n'est pas le meilleur endroit, que ce soit en termes de symbolique et que ce soit même politiquement. Mais la réalité est que tu as gagné les élections. La réalité est que Laurent Gbagbo a tout mis en place pour empêcher. On a vu Laurent Gbagbo mettre des miliciens à la RTI pour empêcher. On a vu des miliciens comme les Damana Picasse arracher, empêcher que les résultats soient proclamés. Donc à partir de ce moment, tu n'as plus le choix. Mais tu ne peux pas le faire à l'hôtel Sebroco. Il faut le faire à l'hôtel du Golfe. Voilà comment les résultats ont été annoncés à partir de l'hôtel du Golfe. Sur la base que, tout de même, l'hôtel du Golfe est un territoire ivoirien. En début de soirée, on apprend que le Conseil constitutionnel va proclamer ses propres résultats le lendemain. Ouattara a un émissaire. Dit à Gbagbo que s'il revient à la raison, il ne lui arrivera rien. Je le protégerai jusqu'au bout. Et au moment où Young Choi a dit au président Ouattara, il faut annoncer ça. Il y a un message qui est lancé sur la RTI. Que le vendredi 3 décembre 2010, que eux ils vont annoncer les résultats. Mais que c'est le Conseil constitutionnel, Yao Paul Ndré, qui va proclamer ses propres résultats. Le vendredi 3 décembre 2010. Donc, quand le président Ouattara entend parler de cela, il envoie quelqu'un. Ce que je vous ai dit qui sont les Yuruku dans les deux camps là. Il prend un, il lui dit, faut aller dire à Laurent Gbagbo, il a perdu la partie. C'est pas bon pour lui. Il est en train de s'amuser avec quelque chose qui va lui coûter toutes ses plumes. Ce qui est mieux pour lui là, il n'a qu'à revenir à la raison. S'il revient à la raison là, je m'engage à ce que rien de mal ne lui arrive. Je m'engage à le protéger jusqu'au bout. Autre pensionnaire prestigieux du Golfe, Henri Konan Bédié, est lui beaucoup plus tranchant. Gbagbo est devenu fou. Il ne tiendra pas. Dans quelques jours, l'armée et l'ONUCI vont le balayer. L'armée, plus tard dans la soirée, Laurent Gbagbo confie à un visiteur: je sais que Soro et ses rebelles préparent une offensive pour prendre Yamoussoukro et descendre sur San Pedro. Ils comptent sur des divisions au sein des forces de défense et de sécurité. Mais je n'ai aucune crainte. L'armée et moi, nous allons sceller un pacte. Le reste, qu'ils prennent le nord, on peut bien vivre sans le nord. Donc, quand Alassane Ouattara a envoyé ce message pour dire si Gbagbo reconnaît sa défaite, lui va le protéger, qu'est-ce que Bédié répond? Que toi tu es en train de perdre ton temps. Gbagbo là, c'est un fou. Il est devenu fou. Que de toute façon là, les carottes sont déjà cuites pour lui. Il ne peut même pas s'en sortir. Donc dans quelques jours là, l'armée puis l'ONUCI vont le battre correctement et puis ça va finir. Les mêmes papatos qui sont là-bas ont entendu ça. Ils sont allés dire à Gbagbo. C'est là maintenant Gbagbo dit, ah, comme c'est devenu comme ça. Donc Soro, avec ces rebelles là, ils vont même leur dire qu'ils sont en train de s'apprêter à faire ce qu'on appelait à l'époque le téléchargement. C'est-à-dire, ils vont prendre les villes avec une rapidité spectaculaire. Mais à la vérité, c'était pas seulement l'art militaire des rebelles. Hein.
Ils ont eu aussi l'appui de l'ONUCI. Et donc, avec une rapidité spectaculaire, là, effectivement, les gens n'avaient pas dit toute la vérité à Gbagbo. Parce que Gbagbo, c'est que les gens qui font Yuruku lui avaient dit, là, ceux qui sont entre les deux camps, là, les rapporteurs, là, ce qu'ils lui avaient dit, là, que non, que les rebelles s'apprêtent à prendre Yamoussoukro et puis San Pedro. Mais en un temps record, les rebelles ont pris tout le pays à part Abidjan. Donc, Laurent Gbagbo se dit, je vais regarder au sein de l'armée, là, les plus radicaux comme les Dogo Blé, ceux mêmes qui sont des extrémistes qui ne veulent pas reculer, là. Donc maintenant, Laurent Gbagbo, là, va mettre son va-tout sur ces personnes. Et qu'est-ce qu'il dit? Si j'arrive à gagner cette guerre, lui, Laurent Gbagbo, arrive à gagner cette guerre-là, il va repousser les rebelles là jusqu'à dans le nord. Et quand il va les repousser jusqu'à dans le nord là, il dit, la Côte d'Ivoire peut bien vivre sans le nord de la Côte d'Ivoire. Et il le dit bien. Pour le reste, qu'ils prennent le nord, on peut vivre sans. Mais revenons encore au 3 décembre 2010. Au cœur de la nuit, au palais de Cocody, l'atmosphère est à la mobilisation et au recueillement. Des exhortations s'échappent des petits groupes de prières réunis ça et là. Dieu protège la Côte d'Ivoire, les Bibles et le fusil. Laurent Gbagbo, dont l'entretien téléphonique avec Nicolas Sarkozy s'est très mal passé, reçoit l'ambassadeur Jean-Marc Simon. Sarkozy est Chirac II. Tonne Laurent Gbagbo. Vous devez savoir que dans le droit ivoirien, c'est le Conseil constitutionnel qui prime. Le droit, c'est vous qui l'avez inventé, n'est-ce pas? Même s'il se dira plus tard impressionné par l'extrême résolution de son interlocuteur, l'ambassadeur Simon se montre ferme. Pas de violence, pas de sang versé, aucun Français ne doit être touché, répète-t-il. Et donc, dans la nuit du vendredi 3 décembre 2010, quand Gbagbo, ce qui avait été annoncé le 2 décembre, effectivement, pour dire qu'ils vont annoncer les résultats le 3, effectivement, il est sorti le 3 décembre, le vendredi 3 décembre 2010, à la télévision RTI, et Yao Paul Ndre venait annoncer les résultats en éliminant 7 régions électorales. Et après avoir éliminé ça, il a proclamé Laurent Gbagbo vainqueur. Mais c'est là les Français disent, c'est Sarkozy qui était le président. Il dit, mais les faits sont là, c'est Alassane Ouattara qui a gagné, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là maintenant Sarkozy dit maintenant à son ambassadeur qui était à Abidjan là, il s'appelle Jean-Marc Simon. Il dit, faut aller voir Gbagbo là, tu lui dis mes 4 vérités. Donc, quand Jean-Marc Simon allait voir Gbagbo, toujours en bon roublard, qu'est-ce que Gbagbo dit? Non, tu sais, Sarkozy, je pensais que Chirac même était pire, mais Sarkozy même lui est 2 fois pire que Chirac, mais de toute façon là, est-ce que la loi là, c'est pas vous-même les Blancs qui avez créé la loi? Maintenant là, le Conseil constitutionnel là, eux ce sont eux qui sont les représentants de la loi, non? Donc là, ça veut dire que ce qu'eux font là, c'est mieux que la CEI. Ça veut dire, ils voulaient emberlificoter, ils voulaient obombrer, ils voulaient matagraboliser l'ambassadeur français pour le retourner contre Sarkozy. Là, comme ça, il va le mélanger dans ses trucs. C'est là l'ambassadeur français lui a dit, toi, là, on te connaît. Toi, Laurent Gbagbo, là, tout le monde sait que tu es un roublard. Faut arrêter ce jeu-là avec moi. Ce que tu fais là, ça ne m'impressionne pas. Tu penses que tu peux m'impressionner, mais tu te trompes. L'ambassadeur français se montre ferme. Il dit, Sarkozy m'a dit de venir te dire que tu as perdu, il faut quitter le pouvoir là. Tu ne vas te limer correctement. Ça fait 1. Il dit après là, deuxième chose qu'il dit de te dire là, que ce que tu nous avais fait en 2004 là, quand tu avais attaqué les Français ou autres là, qu'il dit de te dire que cette fois-ci là, même si Brandy de balai et gratigné un Français là, qui va couper ta queue. Il dit de dire ça pour ajouter dessus. Laurent Gbagbo dit, hein? Ah, il dit c'est ça. Il dit de te dire ça. Pas de violence, virgule. Pas de sang, virgule. Aucun Français ne doit être touché. Répète l'ambassadeur Jean-Marc Simon. Ce que tu as fait en 2004 là, et puis Chirac t'a laissé là. Si tu tentes ça avec moi, en tout cas c'est mon patron Sarkozy qui m'a dit de te dire, hein, si tu tentes ça avec Sarkozy là, il dit il va couper mal ta queue à la racine même. Sans anesthésie. Le message a été ferme.
Depuis le milieu de l'après-midi, Laurent Gbagbo a brûlé ses vaisseaux. Le Conseil constitutionnel l'a déclaré élu sans même tenir compte de l'article 64 du Code électoral ivoirien révisé en 2008 qui prévoit que, au cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il doit prononcer l'annulation de l'élection présidentielle. Et donc, dans la journée du 3, Gbagbo, il s'est fait déclarer vainqueur par Yao Paul Ondré. Mais là encore, il a fait une grosse faute. Parce que l'article 64 du Code électoral dit, même les arguments que Laurent Gbagbo utilise pour dire qu'il y a eu une fraude, il y a eu tant là, que si tu es sûr qu'il y a eu des fraudes là, et que ces fraudes là, ça a permis d'influencer le vote pour qu'un camp ait perdu, ce que tu peux faire là, c'est qu'on peut annuler l'élection sur tout le pays. Et on prend 45 jours pour réorganiser de nouvelles élections. Ça veut dire lui-même la propre constitution, même là où le terrain où voulait jouer, le terrain du droit là, il ne pouvait pas annuler les 7 régions. Puisque si ces 7 régions, il y a eu des tricheries, et que c'est à cause de ces tricheries, lui, il a perdu là. Donc, ça veut dire que les tricheries ont influencé et ont affecté les résultats d'ensemble. L'article 64 du Code électoral ivoirien, révisé en 2008, dit, quand on constate un tel fait, qu'est-ce qu'on fait? Le président de la Cour ou du Conseil constitutionnel vient, il s'assoit, il dit, bon, élection ça là, comme il y a eu tricherie dans cette région du Nord, et à cause de cette tricherie, Gbagbo n'a pas gagné là. Donc là, élection même là, on reprend tout. Et comment on reprend? On reprend des nouvelles élections au plus tard dans 45 jours à compter de la date de la décision. Le jour où il a été constaté qu'il y a eu des fraudes et que cela a impacté négativement sur un camp, quand tu décides que tu annules l'élection, donc tu as jusqu'à 45 jours pour pouvoir faire une nouvelle élection. Et donc même le terrain sur là où vous voulez jouer, il n'était même pas encore dans son droit. Et quand les gens lui disent, mais Laurent Gbagbo, tu as déconné, hein? Ça là, ça va pas t'arranger, hein? Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Que non, lui n'est pas venu pour faire le prix Nobel de la soumission. Cette nuit-là, Seplou est le seul et il est seul dans son bureau. Un maître d'hôtel lui apporte un verre d'eau et un sandwich jambon beurre. Sa large chemise pâtée au flotte un peu. Il est fatigué, amaigri. Mais ses yeux s'animent d'une étrange lumière quand il se lance devant un proche qu'on vient d'introduire dans un long monologue. Eh bien quoi? Pourquoi céder? Pourquoi partir? Pourquoi on me décerne le prix Nobel de la soumission? Pourquoi on me cite un exemple devant les écoliers de la France et que l'on dise, voilà la preuve que la démocratie française, ça marche jusqu'au fin fond de l'Afrique? Eh bien non. Cette élection démontre que la démocratie ici en Côte d'Ivoire, ça ne marche pas encore. Où est le vote moderne quand l'imam donne des consignes à la mosquée et que tous ses fidèles le suivent comme un seul homme? Où est la démocratie quand tout le monde triche? La Côte d'Ivoire est en phase d'apprentissage démocratique. Et c'est moi, Laurent Gbagbo, de guider la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que la leçon soit apprise. Alors, bien sûr, on va me condamner. Les Américains, les Français vont tous me condamner. Mais je ne suis pas Israël. Je ne suis pas Moubarak. Je ne suis pas Karzai. Je suis qu'un Africain. Mais je résisterai. J'ai le cuir épais. Bédier s'est couché. Moi, je ne laisserai jamais Alassane Ouattara diriger la Côte d'Ivoire. S'il veut mon fauteuil, il faudra d'abord qu'il me passe sur mon corps. Dehors, les crapauds buffles qui hantent les rives glauques de la lagune ébriée coassent à l'unisson. La messe est dite. Donc Laurent Gbagbo, quand il a vu que sa roubladise, les manipulations,
les deals bizarres qu'il avait signés de Sorogium, avec tout a échoué. Maintenant, il était face à son destin. Et c'est là, l'individu maintenant, il devient un philosophe improvisé. Il se transforme lui-même maintenant en maître de la démocratie. Et il devient maintenant le paragon de la vertu. Et que lui, là, c'est lui seul qui peut donner la démocratie à la Côte d'Ivoire. Alors que lui-même est un incapable, un tricheur, quelqu'un qui n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire, un violent, un sanguinaire, un homme sans bordure et un homme sans carapace morale qui n'a fait que tirer la Côte d'Ivoire vers le bas. Et il dit que lui va rester et que lui va être coco des Français. Que c'est pas sur lui les Français vont regarder pour dire voilà celui à qui on l'a limé avec élection et puis maintenant voilà exemple qui est en face de vous, que lui va pas accepter ça. Mais en tout cas les Blancs ne l'ont pas loupé quand ils ont commencé à le bombarder dans son vilain palais là-bas et jusqu'à ce qu'il sera capturé. Et quand il sera capturé, ça pouvait nous dire aux gens ne me tuez pas. Quelle honte et quelle humiliation, quel déshonneur. Et c'est ce même Laurent Gbagbo qu'on retrouve aujourd'hui encore, venir dire aujourd'hui, en ce 29 novembre 2025, que lui ne reconnaît pas Alassane Ouattara. Toi, un homme comme ça, là, qui veut que, toi-même là, si toi tu reconnais quelqu'un là, c'est que c'est la malédiction pour la personne. Si quelqu'un même là, attend que c'est toi Laurent Gbagbo là, qui doit le reconnaître là, c'est que la personne même là, c'est dans la source de la malédiction qu'elle s'en va chercher son bonheur. Comme si tu étais quelqu'un. Toi-même, tu ne reconnais même pas ta propre vie. Tu ne sais même pas ce que tu as pu faire pour les Ivoiriens. Toi, comme ça, là, un incapable comme ça, là. Toi, tu penses que c'est toi, Alassane Ouattara, va attendre pour que toi, tu reconnaisses son 4e mandat. Quelqu'un qui se respecte pas comme toi, comme ça, là. C'est pas ce que tu allais dire aujourd'hui, là. On t'attend. Prison, odeur de prison, ça est derrière toi. Tu n'as même pas honte. Quand on la trappe, là. Dites à Ouattara, faut pas, ils n'ont qu'à me tuer. Tu penses que tout le monde a l'âme des criminels que toi, tu traînes? Mais ils t'ont attrapé, là. Tu vas devenir jouet. Tu vas devenir jouet dans la main des enfants ici. C'est le début qu'elle est là comme ça, tu n'as rien vu encore. Tu as été vitrifié comme une bête de foire, comme un singe dans un zoo. Et puis ils t'ont vitrifié pour te faire promener dans le monde avant de venir. Actuellement, tu es en train de mettre ta vie de dessin animé. Et ça ne te fait pas honte. Mais ce n'est que le début, ça n'a même pas encore commencé. La malédiction des parents des gens que tu as tués là, tu vas mal finir, très mal finir d'une manière que tu n'espères pas. Si les gens ne te disent pas là, non, on va te dire ça. Ce n'est que le début. Laurent Gbagbo, quand il a été arrêté, sa première phrase a été de dire « ne me tuez pas ». Les gens lui ont dit « le président nous a dit de toute façon qu'on ne doit pas toucher à un seul de vos cheveux ». Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur pro-vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Il vaut mieux tard que jamais ». Parfois j'ai envie de dire « union, discipline, laxisme ». Je me demande s'il existe dans ce bas monde un pays qui soit autant patient que le nôtre avec les malfrats. Le pays s'est montré si indulgent dans le milieu politique qu'un concept y est né. Il s'agit de la violence. Au nom de cette violence, l'équivalent de la population d'une ville moyenne a perdu la vie depuis l'indépendance en 1960 jusqu'à nos jours. Mais pourquoi donc un chef de l'État pourrait être l'instigateur d'un massacre exercé sur une partie de sa population et être toujours autorisé à s'immiscer dans la politique en soutenant des marcheurs? Pourquoi il fut même un temps où il a eu le champ libre pour battre campagne à la faveur de la dernière présidentielle? Or, nous, EPV, avions attiré l'attention des autorités sur ce fait. Une simple mise au point aurait évité les événements tristes survenus ça et là, à Bonoa, à Yamoussoukro, à Nayo. C'est aussi en Côte d'Ivoire que les presque quinquagénaires aspirant au pouvoir d'État se vantent d'avoir eu recours à la terreur, à avoir fait la prison, et comme si cela ne suffisait pas,
à avoir tué. Cependant, nous constatons une timide mais réelle dynamique de la justice. C'est pourquoi nous encourageons nos autorités judiciaires à rester inflexibles à appliquer la justice. Nous y croyons et nous les soutenons. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci encore pour cette volonté de justice et que nous n'avions cessé de prôner depuis des années. Parce que toute société humaine qui veut se construire et qui veut durer et devenir une société qui sera prise en exemple, ça doit d'abord être une société humaine qui respecte les lois qu'elle se donne. Or, chez nous en Côte d'Ivoire, pendant trop longtemps, les plus puissants de la République, qu'ils soient puissants financièrement, qu'ils soient puissants politiquement ou religieusement, puisqu'on a vu une certaine église catholique livrer Guy Robert, on a vu une certaine église catholique être dans des deals politiques pour diviser la Côte d'Ivoire. Et donc, selon qu'ils soient puissants, eux, les lois n'étaient rien en face. Et eux pouvaient toujours être exemptés des lois. Et pour finir, cela a créé le lit des impunités en Côte d'Ivoire. Et ça a créé des désordres et ça a mis le pays en mal. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut survivre si nous devrons continuellement persister à favoriser des citoyens qui sont tellement importants que eux peuvent se permettre toutes sortes de crimes, mais eux ne peuvent jamais rendre compte. C'est quel monde que nous allons véritablement construire? Mais la plus grosse déception est venue quand l'ancien directeur adjoint du FMI prend le pouvoir. Pendant plus de 15 ans, toutes les composantes de la société ivoirienne crient que l'injustice a pris le pas sur toute autre forme de vérité sociale. La chose aujourd'hui la mieux partagée en Côte d'Ivoire, c'est l'injustice. Ça fait très peur et c'est très dangereux pour ceux qui s'asseyent et qui essaient d'imaginer le futur de la Côte d'Ivoire. Si nous continuons à ruser avec la justice, si nous continuons à avoir un rapport malsain avec la vérité, la Côte d'Ivoire sera en danger. Et ça, il ne faut pas se blaguer. Une terre qui fait la promotion de l'injustice est une terre qui est vouée à l'échec. Et ça, il faudrait qu'on change de méthode. Appliquons tout au moins les méthodes qui ont marché sous d'autres cieux et des méthodes qui ont fait leurs preuves. Vérité, justice, réparation et la réconciliation viennent naturellement. Et nous disons encore merci à Mère Blanc. Et en tout cas, nous autres, de la classe éclaireur pro-vérité, nous n'avons pas changé de langage et nous n'allons pas changer de langage tant que nous ne verrons pas la justice se mettre au travail pour condamner avec la fermeté la plus brute et sans aucun arrangement politique pour que les plus violents et les plus réfractaires comprennent que eux aussi, nous sommes en société humaine, ils doivent respecter les lois et les normes de notre société. On va donc se dire merci et merci à tous ceux qui nous ont suivis et j'espère bien que la grâce de Dieu va demeurer en nous. Et je vous souhaite une excellente nuit pour ceux qui sont déjà dans la nuit et surtout une excellente matinée pour ceux qui sont déjà dans la matinée et que la grâce de Dieu demeure en nous. Excellente nuit à chacun et à chacune.